Les préparatifs du sommet européen d'Amsterdam, Lionel Jospin et les ministres concernés se sont concertés cet après-midi près de 2 heures avec Jacques Chirac à l'Elysée. Le président qui a inauguré ce matin au Bourget le 42e salon de l'aéronautique et de l'espace, en direct avec nous tout à l'heure dans ce journal, Serge Dassault, l'un des organisateurs de cette manifestation. Bonsoir. Aux États-Unis, autre titre de l'actualité, condamnation à mort de l'auteur de l'attentat d'Oklahoma City qui avait fait 168 morts. Madame, monsieur, bonsoir. Roulez petit bolide. Depuis 4 heures d'horloge maintenant, les 48 équipages en lice pour la 65e édition des 24 heures tournent sur le circuit du Mans. C'est le Français Bob Volek sur une Porsche d'usine qui a pris le meilleur départ avant d'être dépassé par l'Italien Michele Alboreto. Une trentaine d'anciens coureurs de Formule 1 participent à cette course, dont le Brésilien Nelson Piquet et l'Américain Mario Andretti. Où en sommes-t-on, comme on dit, après 4 heures de course? Tout de suite, nous retrouvons en direct du Mans Laurent Frédéric Bollet. Oui Bruno, eh bien le cap des 4 heures de course vient donc d'être passé. Avant tout de suite de partir sur les images de direct, je vous propose juste quelques images de cet après-midi et un peu les péripéties qu'il s'est passé entre le départ que vous venez de montrer et maintenant. Et il y a eu quelques actions et vous le voyez, par exemple cette Marcos numéro 110, eh bien ça part un petit peu en fumée du côté du moteur. Du côté de cette McLaren, ça part un petit peu en travers pour Pierre-Henri Raffanel et ça met un petit peu de grabuge dans le peloton. Et pour la Lister numéro 45 aux couleurs du club de football Newcastle, eh bien ça part un petit peu aussi de tous les côtés de l'arrière. Alors vous le disiez, Bob Volek avait pris le meilleur départ tout à l'heure, et bien ça n'a pas vraiment beaucoup changé effectivement, car les Porsche, autant le dire tout de suite, sont en tête et font un récital. Les 2 Porsche d'usine numéro 26 et 25, et manifestement nous sommes dans le stand avec elles. Toujours est-il qu'il y a 2 Français dans la Porsche numéro 26 qui est en tête, Yannick Dalmas et Emmanuel Collard, et il y a un Français dans la Porsche numéro 25. Que l'on voit à l'antenne, c'est Bob Volek bien sûr dont vous parliez tout à l'heure. Donc elle devance le prototype Yus Porsche qui partait de la pole position, mais derrière il y a les McLaren en embuscade, mais les grandes perdantes sont d'ores et déjà les Nissan qui étaient venus en forte dans la Sarthe, une armada japonaise. Et bien les Nissan sont un peu en déroute, il ne reste plus qu'une voiture vraiment bien placée. En tout cas la nuit sera encore longue Bruno, il peut se passer encore beaucoup de choses. Merci Laurent Frédéric Bollet. Puis cette information exclusive signée France 2. Les 24 heures du Mans dureront bien 24 heures et se termineront demain à 16 heures. Dans l'actualité également, les préparatifs du sommet européen d'Amsterdam avec d'intenses consultations tous azimuts, notamment entre Paris et Bonn, pour tenter d'arracher un compromis sur le pacte de stabilité. Lionel Jospin, vous le voyez sur ces images, et les ministres concernés se sont retrouvés à 18 heures à l'Elysée pour se concerter avec Jacques Chirac afin de faire le point des négociations et de s'assurer que la France parlera bien d'une même voix à Amsterdam lundi et mardi. Cette réunion a duré près de 2 heures. À la sortie, Lionel Jospin déclarait qu'il n'était pas pessimiste. Depuis l'arrivée de Lionel Jospin à Matignon, ce dossier européen est l'un des plus chauds qu'ait eu à traiter le nouveau gouvernement, un traitement d'autant plus délicat qu'il nécessite une étroite concertation avec l'Elysée. Récit d'une folle semaine, Françoise Laborde, Kylian Chenu. Dès son arrivée à Matignon, Lionel Jospin veut imprimer sa marque à la négociation en cours, malgré les objections de l'administration des Finances. Il veut rajouter un volet emploi au pacte de stabilité, le mécanisme de contrôle de l'euro. Samedi matin, le nouveau ministre des Affaires européennes, Pierre Moscovici, reçoit Yves Thibault de Silguy, le commissaire chargé de l'euro. Ce que nous essayons de dire, c'est que nous voulons ajouter quelque chose. Pas d'obstacle à cette demande de la France, qui pour le moment ne parle pas encore de délai. Mais dans l'après-midi à Matignon, Lionel Jospin durcit le ton. Le politique doit primer sur les contraintes économiques. En termes très vifs, il explique à 2 de ses proches, Dominique Strauss-Kahn et Pierre Moscovici, qu'il n'entend pas renier ses engagements de campagne. La France ne peut se contenter d'un texte cosmétique. Dès lors, la stratégie est arrêtée. Lundi à Luxembourg, Dominique Strauss-Kahn restitue à la lettre le nouveau message élaboré par Matignon. À ses collègues européens, il dit oui au calendrier de l'euro, mais demande du temps pour étudier le pacte. Nous sommes pour les disciplines, sur les prix, sur le budget. Il n'y a pas de discussion là-dessus, mais nous voulons aussi qu'il y ait un moteur qui pousse l'économie européenne et qui crée des emplois. Et déjà, les marchés financiers réagissent. Le franc faiblit, d'autant que le message est relayé à Paris, où l'on demande un délai de plusieurs semaines. Dans l'après-midi, Jacques Chirac entre en scène. Il appelle son Premier ministre au téléphone. Il veut connaître ses intentions et lui fait part de ses préoccupations. Mardi matin, les partenaires européens réagissent pour répondre aux nouvelles demandes françaises. Wim Kok, le président en exercice de l'Union européenne, joue les bons offices. Il a déjà en main un projet de résolution sur l'emploi.
C'est aussi à cette occasion que Jacques Chirac s'exprime pour la première fois avec un soutien en forme d'appel au gouvernement pour signer le pacte qui, je l'espère, pourra être entériné à Amsterdam. Il reste à le faire et on le fera ensemble. Et on le fera, je pense. Mercredi matin, Conseil des ministres serein, pas de crise dans la cohabitation. Le président soutient le gouvernement qui, de son côté, ne parle plus de délai de plusieurs semaines, mais envisage une signature. Le compromis qui sera adopté à Amsterdam. de retour à Matignon, Lionel Jospin convie à déjeuner Dominique Strauss-Kahn et Pierre Moscovici pour tracer les grandes lignes du texte français qui doit, selon eux, servir de base de négociation à Amsterdam. Jeudi matin, troisième projet de texte qui vient cette fois de la Commission européenne. C'est Jacques Santer qui le propose à Lionel Jospin puis Jacques Chirac. Dans les entourages, on estime que l'Europe a bougé plus en une semaine qu'en plusieurs mois. Dans la soirée nouveau rebondissement, Lionel Jospin convoque ses fidèles. Cette fois, les demandes françaises reprenant l'idée de grands travaux pour créer des emplois sont transmises au chancelier Kohl. Vendredi à Poitiers, l'accueil est plutôt frais. Pour Helmut Kohl, pas question de dépenser plus. Il n'y aura donc pas de position commune franco-allemande. D'ici l'ouverture du sommet d'Amsterdam, les négociations continuent. À noter cette réaction de Charles Pasqua dans une interview à paraître demain dans le journal du dimanche. Je n'ai pas de sympathie irraisonnée pour Lionel Jospin, mais il a obtenu des Allemands qui le rengainent un peu leur intransigeance, alors qu'avant on nous expliquait que c'était impossible. Alors que l'on recense officiellement quelques 18 millions de chômeurs en Europe, les rues d'Amsterdam ont été aujourd'hui le théâtre d'une manifestation hautement symbolique. Pascal Golomer. Ils étaient 500 il y a 2 mois, partis des 4 coins de l'Europe. Ils se sont retrouvés beaucoup plus nombreux cet après-midi à Amsterdam. Fait exceptionnel, la police a compté bien plus de manifestants que les organisateurs, 50 000, chiffre officiel. Dockers de Liverpool, salariés de Renault Vilvoorde, syndicalistes de Madrid, chômeurs d'Alençon ou de Copenhague, à chacun ses slogans et ses banderoles pour refuser le chômage et la précarité. Les hommes politiques parlent toujours de l'Europe, mais nous voulons une Europe sociale, une Europe avec du travail pour tout le monde. Des messages de colère, souvent, des messages d'espoir parfois, prononcés dans toutes les langues aujourd'hui. Des messages destinés bien sûr aux chefs d'État et de gouvernement qui arriveront lundi à Amsterdam. Après ce que l'on a appelé le Yalta du PS au gouvernement, l'entrée en force de la garde rapprochée de Lionel Jospin et les Fabusiens au poste clé de l'Assemblée nationale, le Conseil national du Parti socialiste a marqué aujourd'hui l'ouverture d'une nouvelle phase avec la mise en place d'une nouvelle direction autour de François Hollande jusqu'au congrès de Brest en novembre. Reportage Françoise David, Olivier Caroff. Et oui, pour assister au Conseil national du Parti socialiste ce matin, il ne s'agissait pas d'être en retard. Un peu moins de 2 heures pour cette première grande réunion après la victoire du 1er juin. Ordre du jour, l'intronisation de François Hollande comme premier secrétaire délégué et le remodelage de la direction. Il faut bien remplacer ceux qui sont devenus ministres. Grande vedette bien sûr de cette réunion, Lionel Jospin, un Premier ministre qui a rendu hommage à ses prédécesseurs socialistes à l'hôtel Matignon et qui demande à son parti la solidarité et non l'unanimité. Message reçu. Alors on va soutenir le gouvernement, c'est tout à fait normal, c'est même nécessaire, c'est même indispensable. Et vous voyez, les négociations européennes qui s'engagent nécessitent qu'on soutienne le gouvernement, mais en même temps, il faut dialoguer avec les Français, il faut accueillir ceux qui veulent se mobiliser derrière nous. Et puis, il va falloir à chaque fois expliquer ce que fait le gouvernement, mais aussi lui rappeler que nous avons pris des engagements, nous avons fait des promesses et qu'il faut les tenir. Le Parti socialiste s'est donc engagé à être le relais des Français auprès du gouvernement et de partir à la reconquête des jeunes et de l'électorat populaire. Premier grand bilan de ses orientations, à la fin de l'année, lors du Congrès, François Hollande sera alors candidat à sa propre succession, mais cette fois-ci comme premier secrétaire à part entière. Jacques Chirac a inauguré ce matin au Bourget le 42e salon de l'aéronautique et de l'espace. Dans 2 minutes, nous interrogerons en direct du Bourget l'un des organisateurs de cette manifestation, Serge Dassault. Auparavant, le reportage de Stéphane Magnier et Philippe Turpot sur cette première journée officielle. Impressionnant, le décollage du Rafale, l'avion de combat polyvalent que l'armée française vient de commander à 40 exemplaires et dont le vol de démonstration a marqué la cérémonie d'inauguration du salon du Bourget ce matin. On ne savait d'ailleurs plus très bien qui était la véritable vedette entre le président Jacques Chirac et les 2 ministres cohabitationnistes, Alain Richard pour la Défense et Jean-Paul Guessot pour les Transports.
Ils avaient tous prévenu à l'avance, tant que le Premier ministre Lionel Jospin n'aurait pas fait sa déclaration de politique générale, pas question de faire la moindre annonce sur des sujets aussi brûlants que Thomson CSF, la réforme de l'OTAN ou celle des armées. Alors, la visite a surtout été l'occasion de passer en revue quelques-uns des 1800 exposants originaires de 43 pays et de s'informer sur quelques détails techniques, parfois un peu compliqués. Traduction, c'était la présentation des fusées de la compagnie chinoise La Grande Muraille de Chine qui espère grignoter le marché d'Ariane Espace. Cela et 220 aéronefs au sol ou en vol de démonstration sera visible par le public dès 9h30 demain matin ainsi que le week-end du 21 et 22 juin. La semaine du 16 au 20 étant réservée aux professionnels. Tout le monde attend désormais la venue de Lionel Jospin ici même, qui dans une semaine devrait faire connaître la nouvelle politique de son gouvernement en matière d'aéronautique et d'espace. Nous allons retrouver en direct du Bourget Serge Dassault qui a accueilli ce matin le chef de l'État en tant que président du GIFAS, le groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales. Serge Dassault arrivé au Bourget à bord de l'un des produits maison, si j'ose dire, un Mirage 2005. L'industrie aéronautique et spatiale française se situe en deuxième position mondiale derrière les États-Unis avec un chiffre d'affaires en 1996 de 108 milliards de francs. Depuis la chute du mur de Berlin, l'aéronautique civile a nettement pris le pas sur le militaire. Serge Dassault, bonsoir, vous êtes avec nous en direct du Salon du Bourget. C'est plutôt bon signe que la planète, le fait que vous gagnez plus d'argent, peut-être bientôt avec le civil que le militaire, c'est plutôt bon signe, ça prouve que la planète est plus proche de la paix que de la guerre. Oh, mais vous savez, il en faut pour tous les goûts. Il y a des besoins d'avions civils, effectivement, qui se développent, des gros avions, Airbus, et puis aussi des avions d'affaires comme les Falcon. Mais aussi, il y a des besoins pour la défense d'avions militaires et le renouvellement des armées de l'air des différents pays. Alors précisément, vous avez le programme Rafale, qui est un avion de combat français. Est-ce que ce n'est pas un projet trop lourd pour le budget français en ces temps de restrictions? Est-ce que l'avenir n'est pas à la coopération internationale ou au moins européenne? C'est pas parce que la coopération coûte pas forcément moins cher. La preuve, c'est que le développement de l'Eurofacteur a coûté 3 fois plus cher que le développement du Rafale. Et en prix unitaire, je pense que le prix du Rafale sera identique à celui, moins cher même que l'Eurofacteur. Non, c'est une décision du gouvernement français de savoir s'il veut moderniser sa flotte d'avions de combat et acheter des Rafales qui, en réalité, remplaceront tous les avions actuels. Ce qui sera une grosse économie pour l'armée de l'air. Elle n'aura qu'un type d'avion, un type de rechange. Les pilotes seront tous entrés sur le même avion, les mécaniciens aussi. C'est un gros avantage de la polyvalence. Alors Stéphane Meignet le rappelait il y a un instant, c'est samedi prochain que Lionel Jospin précisera la stratégie du nouveau gouvernement. Alors vous-même, vous êtes favorable à la fusion de Dassault Aviation avec l'aérospatiale dès lors que ce nouveau groupe serait privatisé à hauteur de 51%. Mais vous savez bien que le nouveau gouvernement s'est déclaré pour le gel des privatisations. Alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, cela dépendra de sa volonté. S'il ne veut pas privatiser, il n'y aura pas de fusion. Mais ce sera dommage, surtout pour l'aérospatiale, qui a besoin d'être privatisé pour continuer à discuter avec ses homologues européens, comme la DASA et le British Aerospace, qui ont d'ailleurs indiqué qu'ils ne réaliseraient cette opération qu'avec des entreprises privées. Donc je crois que cette privatisation est maintenant à l'ordre du jour. Vous savez, l'idéologie, c'est quelque chose peut-être d'important, mais la réalité économique est autre chose. Et si les sociétés françaises comme Thomson Aerospatiale ne sont pas privatisées, eh bien, ça rapportera dommage à ces deux entreprises et à la France. Alors Serge Dassault, vous allez pouvoir maintenant défendre vos dossiers à l'étranger puisque la justice belge a levé hier le mandat d'arrêt international qui vous concernait. Votre société est soupçonnée de versement de pots de vin à des partis politiques socialistes belges. Est-ce qu'en contrepartie de ce geste de bonne volonté, vous allez répondre aux convocations du juge d'instruction à Bruxelles? S'il le souhaite, je ferai ce qu'il me demande. Plus précisément, donc si vous êtes convoqué, vous irez? Eh bien, cela dépendra des conditions, mais pour le moment, il ne m'a rien demandé. En tout cas, c'est lui qui a décidé de lever ce mandat, et c'est très bien.
Merci Serge Dassault d'avoir répondu à nos questions donc en direct du Salon du Bourget. Bonsoir. Bonsoir. L'un des anciens gendarmes de l'Élysée, Paul Baril, a été placé 24 heures en garde à vue cette semaine. Il est mis en cause dans une vaste affaire de proxénétisme international. Et pour la première fois, Paul Baril a accepté de s'exprimer publiquement sur cette affaire. Reportage Pascal Doucet-Bon, Jean-Claude Elfassi. La villa s'appelle Al Rayyan. Elle appartient à l'ancien émir du Qatar, Al Thani, dont Paul Baril assure la protection rapprochée. Selon le quotidien Le Monde, plusieurs témoins auraient déclaré à la justice que l'émir recevait chez lui des prostituées marocaines dont Paul Baril aurait organisé l'entrée illégale et le séjour en France. Faux, répond l'intéressé qui s'exprime pour la première fois depuis son interpellation à l'hôtel de Crillon et la garde à vue de 24 heures qui s'en est suivie. Mais j'ai rien à voir ni de près ni de loin avec tout ceci, ni les personnes avec lesquelles je me trouve. Il s'agit de dénonciations calomnieuses, des gens que je ne connais pas. Je crois que le but de l'opération était de casser le capitaine Baril et de le promener dans Paris avec les menottes aux poignets, tant à mon bureau, tant auprès de mes collaborateurs qu'à l'hôtel Crillon qui a une renommée internationale. Paul Baril évoque aussi des contentieux personnels et va même jusqu'à porter plainte. Nous allons porter plainte, c'est vrai, pour subornation de témoins. Parce que nous avons la preuve qu'un magistrat a téléphoné à un témoin pour lui demander de mettre en cause le capitaine Baril. Nous avons joint dans le sud de la France le témoin en question. Il dit avoir été appelé à plusieurs reprises par le juge, mais dément toute tentative de subornation. Il s'est contenté de déclarer que Paul Baril n'est pas un proxénète. Le juge Frédéric Nguyen enquête depuis 6 mois sur une autre affaire de prostitution de luxe. Le nom de Paul Baril est apparu incidemment dans son dossier. Mais le parquet de Paris ne lui a pas donné de réquisitoire supplétif. L'affaire reviendra donc à un juge de grâce, territorialement compétent. Aux États-Unis, les jurés du tribunal fédéral de Denver ont condamné cette nuit Timothy McVeigh à la peine de mort pour l'attentat d'Oklahoma City qui avait fait 168 morts et plus de 600 blessés. Aux États-Unis, pour France 2, Laurent Boussier. C'est dans cette salle de la prison fédérale de Terre Haute, dans l'Indiana, sur cette table, que Timothy McVeigh sera certainement exécuté par injection de poison mortel, si toutes les procédures d'appel normales en cas de condamnation à la peine capitale échouent. Après 2 jours de délibération, les 12 jurés du tribunal de Denver ont donc condamné à mort l'homme qui a été reconnu coupable du plus terrible acte de terrorisme jamais commis aux États-Unis. Un verdict accueilli avec des cris de joie et des embrassades par les familles des 168 victimes de l'attentat d'Oklahoma City. Un verdict qui était réclamé par 68% des Américains. La justice a été rendue, c'est tout. Je pense que c'était la meilleure chose. Il ne regrette même pas son geste, probablement. Mon cœur se serre, mais je crois que Dieu lui-même demande sa mort. Selon son avocat, Timothy McVeigh s'était préparé à cette sentence. Il n'a pas été surpris, il s'était préparé. Nous lui avions dit que le résultat du procès la semaine dernière laissait peu d'espoir et que la sentence serait probablement la mort. À 29 ans, Timothy McVeigh, américain ordinaire devenu terroriste, va maintenant rejoindre dans les couloirs de la mort les 3200 autres condamnés à mort américains qui attendent leur exécution. Au Congo, les efforts de médiation se multiplient pour tenter de mettre au point un cessez-le-feu définitif. La capitale, Brazzaville, va sortir très meurtrie de cette guerre civile larvée, ainsi qu'en témoigne ce reportage de nos envoyés spéciaux Dorothée Oliéric, Alain Dubas. Voilà à quoi ressemble le cessez-le-feu à Brazzaville. Magasins en flammes, maisons pillées dans une ville fantôme désertée par les 3/4 de ses habitants et occupée désormais par les miliciens. Un peu plus loin, une patrouille de militaires français. 3 obus viennent de tomber à proximité de la position. Tir intentionnel, intimidation, ce qui est sûr, c'est que la tension est toujours là. Même l'hôpital de Brazzaville a été touché il y a 2 jours par des obus de mortier. Le docteur Mollet est l'un des rares médecins encore présents aux urgences. Est-ce que vous pouvez continuer à travailler malgré cela? Non, là je crois que je ne travaille plus, je ne réponds plus à un service de réanimation. Moi, je ne suis pas médecin militaire, je ne vois pas pourquoi je vais continuer à travailler sous les balles. Et pourtant il reste, malgré les tirs, malgré le manque de médicaments, pour sauver de l'agonie ceux qui côtoient déjà les morts.
Là, par exemple, ça, c'est des civils qui ont reçu des balles perdues. Et ça, c'est un militaire. Bon, là, même à l'intérieur, il y a des corps par terre qui ne sont même pas au frigo. Ce n'est que l'annexe. La morgue se trouve dans la pièce d'à côté, comme une preuve de la barbarie des affrontements. Difficile de faire une estimation du nombre de victimes de ces affrontements. Si 500 cadavres sont entassés dans cette morgue, selon les médecins, des centaines d'autres seraient enterrés dans les jardins par des habitants qui ont peur de venir jusqu'ici. Pour venir en aide aux blessés, l'association des jeunes Congolais de France organise une collecte de médicaments. Vous pouvez prendre contact en téléphonant au 01 60 60 12 91. En Algérie, nouveau massacre dans la région de Boufarik, une dizaine de victimes, dont 4 enfants. D'autre part, le président Zeroual a reconduit son homme de confiance, Ahmed Ouaya, à la tête du gouvernement. Une nomination qui confirme qu'aucun changement notable ne devrait intervenir dans la politique économique algérienne. À Londres, la reine Elisabeth II a présidé aujourd'hui, à l'occasion de son anniversaire officiel, la traditionnelle cérémonie Trooping the Colour. À l'origine, il s'agissait de familiariser les soldats avec le drapeau autour duquel ils devaient se rassembler sur le champ de bataille. Cette année, cette cérémonie était assurée par les gardes écossais. Et dans notre grande rubrique, les Britanniques sont décidément étonnants, ce reportage de notre spécialiste horticole, Étienne Lénart. Bienvenue dans un monde paisible, un monde où sans difficulté 2000 nains de jardin de toute taille et de tout style cohabitent. Une invasion de figurines qui rendra la vie carrément insupportable à ceux que les nains de jardin révulsent. Ceux qui n'ont pas de nains dans leur jardin sont des gens guindés, des gens qui m'ennuient. Aux 25 000 visiteurs qui se bousculent chaque année, notre Blanche-Neige locale offre une expérience unique, devenir nain de jardin l'espace de 2 heures. L'anglais, on le sait, est joueur, mais à l'heure du verdict, il n'est tout de même pas très fier. Complètement abruti. C'est pour se mettre dans l'ambiance. Ridicule, idiot, mais je pense qu'on vient ici pour ça, pour se sentir humilié. Une sorte de promenade masochiste à laquelle Blanche-Neige trouvait une justification beaucoup plus philosophique. Les différences entre les gens, les soucis de tous les jours, tout cela disparaît. Il suffit de mettre un bonnet et de se prendre pour un nain. Donc, si d'aventure vos vacances d'été vous portent dans le Devon, ne manquez pas l'expérience et venez pour 50 francs seulement réveiller le nain de jardin qui, en chacun d'entre nous, sommeille. 533 km à pied, ça use les souliers mais aussi les organismes. C'est un véritable exploit que se livrent les concurrents, le plus souvent anonymes, du Paris-Colmar à la marche, 51e édition. Reportage Alexandre Boyon, Jacques Garniche. Voilà ce qu'ils traversent et ne regardent même pas. Paris-Colmar, une légende en marche. À chacun son rythme, il y a les champions devant, le pas décidé, et derrière, comme souvent, la galère. Qu'est-ce qui est le plus dur là? La distance? 533 km, ça laisse forcément des traces. Pour sa première participation, Daniel Bocuse est blessé dans sa chair, abattu dans sa tête. C'est rien ça, c'est rien du tout, hein. C'est pas un motif... 100 km et puis plus rien. Il y a les ampoules, pour d'autres, les problèmes de digestion, le sentiment d'impuissance. J'ai même pas les jambes pour m'arrêter, je veux dire les jambes elles sont bien, quoi. J'ai pas de problème physique, c'est comme une voiture qui n'a plus d'essence, quoi, elle roule plus. Terminus, David descend, dommage, car au fil des kilomètres, il y a les villages, les visages, les passants, admiratifs. C'est le sport où il gagne le moins. Oh oui, c'est un sport qui est très dur. À mon avis, c'est le plus dur. Hein. 250 communes à pied d'œuvre pour accueillir ces héros de l'inutile. Partout, c'est la fête au village. Mais sur les routes du Paris-Colmar, on trouve aussi la nuit, la pluie, rencontre du premier type, le Polonais Urbanowski, déjà vainqueur l'an dernier.
Ce soir, il lui reste 120 km à parcourir en cas de victoire. Il empoche 50 000 francs, à peine 100 francs du kilomètre. On est loin, bien loin des 450 millions remportés cette année par le basketteur Michael Jordan. Paris-Colmar a encore du chemin à parcourir. Vous parliez de Michael Jordan, et bien précisément le plus célèbre basketteur de la planète, surnommé Sa Majesté des Airs, a offert cette nuit aux Chicago Bulls leur 5e titre NBA en 7 saisons. Victoire acquise 90 points à 86 aux dépens du club Utah Jazz de Salt Lake City, qui ont donné tout de même quelques sueurs froides aux coéquipiers de Jordan. En France, ce sport fait de plus en plus d'adeptes chez les jeunes, et les responsables du club des voltigeurs de Billancourt ont décidé d'aller au-devant des jeunes des banlieues en installant des terrains quasiment dans la rue. Reportage Alexandre Cara, Guillaume Fautra. Un panier au soleil de la cité sur le bitume de Billancourt, ce n'est pas vraiment courant. Et c'est vrai, transformer même pour un jour la cité du Pont de Sèvres en terrain de basket, il fallait oser. Les voltigeurs, des pros du ballon orange, ont saisi l'occasion au rebond de transmettre leur passion. Mais d'abord, pour apprendre la meilleure façon de dribbler, il faut un peu de pédagogie. Ceux qui ne peuvent pas venir, ceux qui ont un empêchement, nous préviennent. Et ça, c'est très important. Le résultat en fait du match n'est pas très important. Si on a donné le meilleur de soi-même et qu'on a été avec les copains, c'est super. Surtout si on a vraiment tous donné à fond. Ce jour-là, ils étaient plus de 200. Pas étonnant, dans une cité où plus d'un quart de la population a moins de 20 ans. Des jeunes, sacrément en avance pour leur âge. Alors là, j'étais incapable de manier le ballon comme il le manie, de dribbler entre les jambes, de shooter. C'était pour moi autre chose. Et je les imagine à 20 ans, ils auront déjà 15 ans de basket derrière eux. Ça paraît énorme, alors que moi, j'attendais d'avoir 30 ans pour avoir 15 ans de basket derrière moi. Marie-Hélène connaît bien la cité, elle y vit. Elle connaît bien le club, elle y joue. Et franchement, avant cette rencontre, elle appréhendait un peu. Vous avez cartonné alors? Ouais, tape. C'est super. Voilà quoi, il y a eu des grands sourires, il y a eu des coups, il y a eu des pleurs. Mais je pense qu'il a fait beau et que dans l'ensemble, ils sont hyper heureux. Quoi. Rien qu'à les voir bouger, ils sont contents. Contents même quand on perd. On a perdu, mais c'était très fort. C'était quand même assez fort. Revanche. On va prendre la revanche. C'est quoi? La revanche. Oui. Et quand il faut ranger les ballons, c'est toujours à regret, en espérant bien sûr qu'il y aura une prochaine fois. La dernière composition de la chorégraphe Pina Bausch a été présentée hier soir au Théâtre de la Ville à Paris. Le titre du spectacle, Nourdou, seulement toi en allemand, est emprunté à la fameuse chanson Only You. Reportage Bruno Albin, Maryse Richard. Pina Bausch ressuscite un vieux tube des Platters pour tutoyer chacun de nous. Only You, seulement toi, en allemand Nourdou. Elle joue avec les images fortes, peut-être parce que les histoires qu'elle dit ne se racontent pas, qu'il faut seulement les imaginer. Elle a voulu l'ombre d'une forêt où presque tout reste à inventer. Des êtres humains, des peurs, des rires. On rit beaucoup chez Pina Bausch, d'un rire qui frôle parfois l'effroi. Un spectacle de Pina Bausch, c'est bien sûr de la danse, même si ce qu'elle exprime passe aussi par un langage plus théâtral. Ça peut passer par la danse ou par quelque chose d'autre que vous ne considérez pas comme de la danse, même si moi, je pense que c'en est. On est libre de juger. L'une des plus belles scènes, cette rencontre impossible qu'un danseur s'obstine à favoriser. Let me hold you, really hold you, then you'll know my heart just can't. Pina Bausch montre des êtres qui ne savent pas s'étreindre. Il ne se produit rien,
Seul passe dans la salle le souffle glacé mais bienfaisant de l'émotion. Avant de vous souhaiter une excellente soirée à l'écoute de nos programmes, ces images venues d'un musée de Philadelphie aux États-Unis où est exposé le squelette entièrement reconstitué d'un gigantosaure retrouvé en Argentine il y a 4 ans. Un carnivore ravageur de 14 mètres de long et qui pesait vivant donc quelques 8 tonnes en chair et en os. Un squelette vieux d'environ 100 millions d'années. Bestiaire suite et fin avec cette toute dernière information en provenance de Caroline du Nord aux États-Unis où les jurés d'un tribunal ont accordé plus de 3 millions de francs de dommages et intérêts à une cliente d'une chaîne de restauration rapide qui avait avalé la moitié d'un cafard au cours de son repas. Je vous souhaite un excellent appétit. Je vous rappelle l'heure du dernier journal vers minuit 30 en compagnie de Florence Daucher. Demain à 7h dans Thé au Café, Catherine Sellac recevra André Poutman et demain à midi, un débat opposera le nouveau patron des socialistes François Hollande au RPR Pierre Mazot dans l'émission Polémique animée par Michel Cotta. Bon anniversaire à Yann Lavoie. Dans un instant la météo. Nathalie Rouet. Je vous donne rendez-vous demain à 13h et 20h. Excellente soirée. Merci.